En préambule à ce module dédié au bilan d'hémostase, posons-nous tout d'abord la question de savoir ce que cet examen biologique va rechercher chez un patient donné. Avant tout, des déficits congénitaux en facteurs de coagulation à type d'hémophilie ou de maladie de Willebrand par exemple. En second lieu, ce bilan recherchera, par le dosage des plaquettes, une thrombopénie congénitale ou plus souvent acquise dans le cadre d'une hémopathie par exemple. En troisième lieu, ce bilan recherchera des troubles congénitaux, des fonctions plaquettaires, pas toujours faciles à mettre en évidence, que sont des thrombopathies congénitales par exemple. En quatrième lieu, il pourra rechercher à démontrer l'action d'un médicament donné. On sait que l'aspirine est très fréquemment prescrite, 3 à 5% de la population, et que les AVK étaient prescrits à hauteur d'1% de la population il y a quelques années par exemple. En cinquième lieu, ce bilan pourra rechercher des déficits acquis en facteurs de coagulation, typiquement dans le cadre d'une insuffisance hépatique. Voici quelques chiffres dans la population. La maladie de Willebrand représente moins d'1% de la population. Les hémophilies entre 1 sur 5 000 et 1 sur 20 000 garçons. Les thrombopathies ou thrombopénies congénitales comptent pour une personne sur 30 000 dans la population. Un déficit isolé en facteur 7 compte pour une personne par 500 000 habitants, etc., etc. Mais le chiffre le plus intéressant à retenir est celui-ci, disons-le d'emblée, chez les patients asymptomatiques à l'examen clinique et à l'interrogatoire, eh bien, la prévalence de ces troubles est extrêmement faible, de l'ordre de 1 personne sur 40 000. Ce bilan d'hémostase, préalable à un geste interventionnel, compte 3 items particuliers. Les plaquettes, le dosage des plaquettes, qui doit être supérieur à 50 000 dans la plupart des consensus pour réaliser une chirurgie ou une procédure interventionnelle. Le TP ou l'INR qui en découle, dont la valeur doit être inférieure à 1,5 fois la normale. Et le temps de céphaline activé, le TCA, qui doit, pour réaliser une intervention, être inférieur à 1,5 fois la valeur contrôle. Ces 3 valeurs sont par consensus réalisées dans un bilan d'hémostase. On rappellera que le temps de saignement est désormais devenu désuet. Ces valeurs seuil proposées de 50 000 plaquettes, d'un INR inférieur à 1,5 ou d'un TCA inférieur à 1,5 fois le contrôle, sont en fait sujettes à discussion. On sait qu'en urgence, on peut procéder à certains gestes avec des valeurs qui sont anormales au regard de ces chiffres. Une illustration réside par exemple dans cet article qui étudie le risque hémorragique des ponctions d'acide chez le patient fortement thrombopénique, inférieur à 50 000 par microlitre. La moyenne était même de 38 400. Et bien seulement sur 304 cas, 3 cas d'hémorragie nécessitant une transfusion avaient été documentés pour des valeurs d'ailleurs très peu inférieures à 50 000, de 41 000 à 46 000 plaquettes. C'est dire que ces valeurs peuvent être questionnées, mais elles font relativement consensus et pourront être retenues dans notre pratique. La pertinence du bilan d'hémostase a toutefois été largement questionnée pour un certain nombre de raisons et de constats réalisés dans la pratique des anesthésistes en particulier. Le premier constat, c'est qu'un trouble constitutionnel, on l'a dit, n'est in fine découvert au bilan systématique de patients non triés que dans un cas sur 40 000. Le second constat réalisé est qu'un bilan normal, TP-TCA plaquette, n'exclut pas, en réalité, l'existence d'un trouble d'hémostase avec risque d'hémorragique consécutif. C'est l'exemple du déficit en facteur 13. Le troisième constat à faire, c'est que la découverte d'une anomalie est en fait extrêmement rare dans certaines études, 0,5% des cas, jusqu'à 16% dans d'autres, lorsque l'examen est réalisé de façon systématique. Autre constat réalisé, cette découverte d'une anomalie ne modifiera que rarement la conduite à tenir chez un patient donné. Ces différents constats sont à mettre en balance avec le coût d'un bilan de coagulation qu'on pourrait juger modeste, 11,34 €, mais qui, multiplié à mauvais escient et à grande échelle, représente déjà un coût de santé.
Alors, à quoi bon réaliser un bilan d'hémostase systématique quand on sait qu'un bilan normal n'exclut rien, qu'un bilan anormal ne mène souvent à rien et qu'in fine, une anomalie ne sera détectée, une anomalie pertinente ne sera peut-être relevée que dans un cas sur 40 000. Eh bien, pour s'en sortir, nous pourrions peut-être inspirer notre pratique de celle des anesthésistes qui, au début des années 2010, ont marqué un virage important dans leur pratique, qui avait même fait l'objet d'une communication dans la presse grand public et qui avait à l'époque réfléchi à alléger leur protocole préinterventionnel ou préopératoire pour remettre, disons-le, en question la pertinence du bilan d'hémostase systématique dans ce contexte. Au-delà de la presse grand public, cette modification de pratique a évidemment fait l'objet de publications sérieuses, scientifiques, dans des revues d'anesthésie et de réanimation, que ce soit à l'échelle nationale par ce groupe d'experts ou que ce soit dans une presse internationale, comme ici le journal européen d'anesthésie, ou dans des revues nord-américaines dans lesquelles les médecins français diffusaient leurs modifications de pratique. À quoi correspondait exactement cette modification de pratique ? Eh bien, elle est résumée dans des recommandations de la SFAR en 2013 et diffusée par ces différents documents. La première recommandation était la suivante: il est recommandé d'évaluer le risque hémorragique sur la base de l'histoire personnelle et familiale ainsi que de l'examen clinique. La seconde recommandation serait de proposer un questionnaire standardisé qui devrait probablement être utilisé pour évaluer cette histoire personnelle et familiale et rechercher des signes de diathèse hémorragique. C'est en fait un questionnaire de type mSToPS qui a été proposé. Ce questionnaire consiste à poser 7 questions consécutives, publiées dans le journal canadien d'anesthésie en 2016. La première question recherche des ecchymoses ou des hématomes importants, de plus de 2 cm et sans choc bien entendu, ou plus importants pour un choc mineur. La seconde question recherche une tendance aux hémorragies et aux saignements prolongés ou inhabituels de type saignement de nez, petite coupure, ayant nécessité dans le passé du patient une consultation médicale ou un traitement. La troisième question porte sur des ménorrhagies chez la femme ayant conduit à une consultation médicale ou un traitement. La quatrième question porte sur l'existence d'un saignement important après une chirurgie et notamment une chirurgie dite mineure de type circoncision ou amygdalectomie. La cinquième question porte sur l'existence d'un saignement prolongé après une extraction dentaire dont on peut également considérer qu'il s'agit d'un geste à faible risque spontané d'hémorragie. La sixième question, là encore pour les femmes, portera sur l'existence d'une hémorragie du postpartum, là encore sans explication valable. La septième question à poser portera sur l'existence importante d'antécédents familiaux d'une maladie hémorragique de type Willebrand ou hémophilie. Un moyen mémotechnique pour retenir ces 7 lignes de questions, dont 2, on l'a vu, intéressent la femme, est mSToPS, H comme hématomas, E comme hémorragie spontanée, M comme ménorrhagia, S comme surgery, T comme tooth extraction, O comme obstétrique et P comme parents antécédents familiaux de maladies hémorragiques. Ces questions peuvent en fait être posées en consultation préinterventionnelle ou être placées dans la convocation et dans la fiche d'information du risque hémorragique délivrée aux patients en amont de tout geste interventionnel. La troisième ou même la quatrième recommandation de la SFAR est qu'il est recommandé de ne pas pratiquer de bilan d'hémostase chez les patients dont l'histoire et l'examen clinique ne suggèrent pas de troubles de l'hémostase, quel que soit leur score ASA, leur âge, à l'exception des enfants, nous y reviendrons, ou le type d'intervention pratiquée, y compris dans un contexte obstétrical. La cinquième recommandation émise est qu'il est recommandé de prendre un avis spécialisé dans le cas où l'histoire et l'examen clinique suggéreraient un trouble de l'hémostase. La sixième recommandation
Et on l'a évoqué au-dessus, que les enfants avant l'âge de la marche qui n'ont pas encore testé leur résistance au choc, dont on sait que c'est une façon de diagnostiquer l'hémophilie chez l'enfant, ainsi que les adultes non interrogeables qui ne peuvent répondre à notre questionnaire, et bien que ces deux populations devraient bénéficier d'un bilan d'hémostase systématique. On tient donc là une piste très intéressante, parcimonieuse dans la pratique des anesthésistes et dont on peut se demander si elle peut se transposer aux radiologues interventionnels. Pour cela, penchons-nous vers les recommandations de la Société internationale d'imagerie interventionnelle, publiées il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui font référence dans le domaine. Les auteurs pondéraient un petit peu les choses en expliquant qu'on ne peut pas parfaitement comparer la pratique interventionnelle radiologique à une pratique chirurgicale, car nous n'avons pas d'abord direct sur le site opératoire, car la surveillance est parfois un peu plus difficile que lorsqu'un redon, par exemple, est en place, ce à quoi on pourrait répondre que nos gestes de radiologue interventionnel sont toutefois nettement moins traumatisants que ne sont des chirurgies à foyer ouvert, par exemple. Quand on regarde dans cette recommandation de la SIR, eh bien, elle distingue 3 catégories de gestes à risque. Celles à procédure à risque faible de saignement, dans lesquelles eh bien, l'INR, les plaquettes et le TCA ne sont pas recommandés en routine. On est donc bien en ligne avec la pratique des anesthésistes. Pour des gestes à risque jugés un peu supérieurs aux premiers, notamment à visée rachidienne, que ce soit des infiltrations ou des biopsies, eh bien les auteurs recommandaient là de faire un bilan préopératoire. C'était en 2012. À type de TP et TCA, ce sont ces deux valeurs, ou d'INR et de TCA. L'INR systématique de façon un peu étonnante et le TCA uniquement, et c'est logique, en cas de prise d'héparine. En revanche, le dosage des plaquettes n'était pas recommandé. Les gestes à risque élevé ne concernaient pas de procédures musculo-squelettiques et impliquaient un bilan d'hémostase complet. Les choses ont probablement un peu évolué. Cette recommandation date de 2012, il y a déjà bien longtemps, et quand on regarde les références américaines ou des publications américaines plus récentes, comme cette publication dans Radiographics en 2000 sur les biopsies musculo-squelettiques, eh bien on constate qu'effectivement, aucun des TP, TCA et plaquettes n'est recommandé quel que soit le type de geste. L'INR demandé uniquement en cas de prise d'antivitamine K, c'est assez logique, et le TCA uniquement en cas de prescription d'héparine. Mais globalement, chez un patient indemne de tout médicament, eh bien, aucun des différents dosages ne semble requis. Cet auteur se rapporte à la publication précédente de Patel, mais en fait manifestement une interprétation relativement différente que ce que l'on a vu sur la diapositive précédente. Alors à l'usage, le raisonnement qui consisterait à suivre la pratique des médecins anesthésistes, eh bien, a-t-il des conséquences dans la vraie vie? C'est ce qu'a voulu savoir cette publication récente dans Skeletal Radiology, qui s'interrogeait sur la sécurité d'omettre un bilan systématique chez des patients bénéficiant de biopsies musculo-squelettiques, que ce soit au sein des parties molles ou dans l'os. Les auteurs comparaient le taux de complications hémorragiques chez des patients qui bénéficiaient d'un bilan d'hémostase systématique, 1160 cas, contre une série de patients plus récentes dans leur pratique, de près de 200 cas, qui ne bénéficiaient pas du bilan systématique, mais d'un questionnaire seul. Ce qu'ils constataient en résultat, c'est qu'il existait sur un gros volume de patients 30 cas d'accidents hémorragiques avec 12 hématomes, 10 saignements excessifs, 7 échymoses. On intégrait bien les échymoses, ce qui ne correspond pas à une vraie complication hémorragique, et un cas d'hématome et échymose. 2,6% des patients avaient une complication jugée hémorragique, alors que lorsque le questionnaire seul était fait sans bilan d'hémostase, eh bien le taux de complication n'était pas supérieur à celui du premier groupe. Il était estimé à 1,1%. Ce qui était aussi intéressant de noter, c'est que dans la série qui avait des saignements, eh bien en fait, aucun des patients n'avait en réalité d'INR supérieur à 2 ou de thrombopénie, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir ces anomalies pour saigner, et de la même manière, le même constat était fait dans le groupe
avec questionnaire seul. Au total, ce que les auteurs retenaient, c'est que la survenue de complications chez le patient ne bénéficiant pas de bilan d'hémostase est en fait extrêmement faible. Le deuxième point qu'ils retenaient est que la survenue de complications est en fait possible malgré la normalité du bilan de coagulation. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que la découverte au bilan systématique d'une véritable coagulopathie méconnue n'excède pas un cas sur 40 000 bilans. Le second point fort à retenir est que pour les anesthésistes, le questionnaire préinterventionnel remplace utilement le bilan d'hémostase, quel que soit le score ASA du patient, son âge, à l'exception des enfants et de l'adulte non interrogeable, et le type d'intervention pratiquée. Le troisième point fort à retenir est que cette pratique des anesthésistes questionne l'utilité du bilan d'hémostase systématique dans notre pratique de l'imagerie interventionnelle, dès lors que le questionnaire est proposé aux patients. Dans le prochain module, nous évoquerons très brièvement la réalisation d'un geste interventionnel en imagerie musculo-squelettique dans un contexte d'hémophilie. Je vous remercie de votre attention.